Le craquement sourd d'un poing heurtant un visage rompit brutalement le silence solennel de la journée du souvenir. Le corps du sergent Michel Laval percuta violemment la pierre glacée du mémorial des anciens combattants. Sa jambe artificielle se tordit dans un angle grotesque, le choc brutal envoyant une vague de douleur fulgurante jusqu'à sa hanche avant même qu'il ait le temps de comprendre ce qui se passait. 3 silhouettes, sur des vélos, encerclaient le vétéran tel un prédateur flairant la faiblesse. « Regarde-moi ce vieux soldat !» ricana les plus grands des trois, juchés sur un VTT de luxe brillant sous le soleil d'après-midi. Il cracha sur le sol avec mépris. La vision de Michel se brouilla. Le monde vacilla alors qu'un mince filet de sang coulait de sa tempe. Puis, au-delà des pierres gravées du mémorial, un son résonna, un grondement sourd, primitif, familier, qui hérissa les poils sur sa nuque. Il n'avait plus entendu ce son depuis Kaboul. Le grondement bas et menaçant de bergers allemands en alerte. L'assaillant leva de nouveau le poing, inconscient des 3 ombres sombres qui, comme un mirage militaire, s'élançaient entre les stèles. Leur approche parfaitement synchronisée trahissait un entraînement d'élite. Dans ce moment suspendu, Michel aperçut une lueur étrange dans les yeux de son agresseur. Pas de peur, de reconnaissance, comme si le jeune homme savait exactement qui il était. Et puis le noir, la conscience fuyant lentement. Laissez un like et partagez vos impressions dans les commentaires en précisant la ville depuis laquelle vous regardez. Maintenant, reprenons l'histoire. Michel Laval n'avait pas toujours été défini par la douleur. Avant la jambe en titane et les nuits sans sommeil, il était ce jeune marine fier venu de Saint-Vincent-sur-Loire, un village de l'est du pays qui avait vu en lui une fierté locale. À 58 ans, son corps portait encore des traces de sa prestance militaire, malgré les années de souffrance gravées dans chaque ride de son visage tanné par le soleil. Sa petite maison en bois, isolée au bout d'un chemin bordé de pins, portait les stigmates d'une vie de combat et de solitude. Il n'y vivait pas tout à fait seul. 3 bergers allemands partageaient ses jours. Plus que des chiens, des frères d'armes, ils s'appelaient Sombra, Tyson et Balto. Tous 3 avaient servi aux côtés de Michel durant ses années de déploiement. Sombra, le plus âgé, était le plus attentif, le plus sensible. Il avait été formé pour détecter les explosifs, mais semblait aussi capable de flairer les cauchemars avant qu'ils n'arrivent. Tyson, reconnaissable à la cicatrice barrant son museau, avait sauvé la vie de 3 soldats lors d'une embuscade dans les montagnes afghanes. Balto, le Benjamin du trio, n'était encore qu'un chien vert quand la mine artisanale avait coûté une jambe à Michel. Ensemble, ils avaient guéri, lentement, en silence. Le ministère des anciens combattants avait lancé un programme expérimental, associé les chiens militaires retraités à leurs anciens maîtres. Michel avait été l'un des premiers sélectionnés. Ces chiens n'oublient rien, lui avait confié la coordinatrice du programme. Ils vous surveilleront mieux que n'importe quel traitement. Elle avait vu juste, dans les nuits où Michel se réveillait, le cri coincé dans la gorge, couvert de sueur, c'était le poids de son bras contre sa poitrine qui le ramenait chez lui, à Saint-Vincent. La ville avait changé durant les 20 ans d'absence de Michel. L'usine métallurgique qui faisait vivre la moitié des habitants avait fermé. Les vitrines de la rue principale étaient à moitié vides. Seul le parc commémoratif restait impeccablement entretenu. Une fierté locale dans une commune qui n'avait plus grand-chose à quoi se raccrocher. Peu de gens comprenaient vraiment ce que Michel avait vécu. Le commissaire Thibaut Marin, ancien de la guerre du Golfe, passait parfois avec 2 cafés brûlants sans rien dire de plus. La docteure Anne Delcourt, du centre de soins pour anciens combattants du canton voisin, suivait Michel avec une rigueur compatissante. Le pasteur, Emmanuel Viret, hochait doucement la tête lorsque Michel venait aux offices du dimanche. Chose rare, tant la foule le rendait nerveux. La plupart du temps, c'était Michel et ses chiens, naviguant dans un monde civil qui lui semblait bien plus étranger que les montagnes d'Asie centrale. À Saint-Vincent, le jour du souvenir était sacré. Des drapeaux accrochés aux lampadaires, des chaises pliantes, inconfortables, installées autour du mémorial. Michel, lui, avait évité la cérémonie officielle du matin. La foule, les discours, tout cela lui nouait l'estomac. Il préférait les pèlerinages solitaires. Dans l'après-midi, il avait ciré sa seule chaussure de cérémonie, enfilé son uniforme de vétéran et attaché les laisses à ses chiens, même s'il n'en avait guère besoin. Sombra, Tyson et Balto se déplaçaient comme une unité, veillant sur Michel avec la précision de soldats. Lorsqu'ils arrivèrent au parc, il n'y avait presque plus personne. Les familles s'étaient regroupées autour des barbecues ou près du lac municipal.
Michel aimait ce calme. Il pouvait prendre son temps, passer les doigts sur les noms gravés dans le granit, se souvenir. 6 noms de Saint-Vincent avaient été ajoutés après la guerre d'Afghanistan. Il connaissait chacune de ces histoires, les portait en lui comme des pierres dans ses poches. « Je savais que je te trouverais ici », déclara une voix derrière lui. C'était le commissaire Marin. Les chiens agitèrent légèrement la queue. Ils savaient reconnaître les alliés. « Tu rates la salade de pommes de terre de Monique au pique-nique », plaisanta-t-il. Michel esquissa un sourire fatigué. « Les foules, Thibault, tu sais ce que ça me fait ?» Le commissaire hocha la tête. « Je comprends. Mais ne traîne pas trop. Ils annoncent un orage pour ce soir. » Il lui tapota l'épaule et le laissa seul. Michel sortit de sa poche 3 pièces de 10 centimes, soigneusement polies. Il les déposa sur le bord du mémorial, un vieux rituel militaire pour honorer les camarades tombés. Il était si absorbé qu'il ne vit pas les 3 jeunes hommes arrivés à vélo, ni les roues qui se mirent à tourner autour de lui. Le premier des 3 jeunes était clairement le meneur. Jérémy Calvet, 24 ans, portait des lunettes de soleil hors de prix et pilotait un vélo de course en fibre de carbone qui valait probablement plus qu'1 mois de salaire moyen à Saint-Vincent. Il avait quitté une université parisienne après avoir échoué brillamment, malgré les contacts de son père, un entrepreneur immobilier influent de la région. Ses 2 acolytes, Axel Moreau et Enzo Dumas, n'étaient jamais partis de Saint-Vincent. Leur amertume envers ceux qui, comme Jérémy, avaient eu des opportunités, suintait à chaque regard, à chaque mot. « T'es venu saluer tes potes morts au combat, le vieux ?» lança Jérémy en dérapant volontairement trop près. Michel ne répondit pas, simplement, il leva une main discrète pour calmer ses chiens. Un geste simple, appris autrefois au cœur des conflits. « Et je te parle ?» insista le jeune homme en descendant de son vélo avec ostentation. « Mon père dit que les vétérans comme toi sont juste des assistés. Qu'on vous paie pour avoir marché sur une mine. » Les mots frappèrent Michel comme des gifles. Il ne broncha pas. Fit demi-tour, les chiens, eux, changèrent subtilement de posture. Yeux fixés, oreilles tendues, muscles prêts à réagir. « Regarde-moi quand je te parle !» grogna Jérémy en lui bloquant le passage. L'odeur d'alcool, piquante, flottait dans l'air chaud de l'après-midi. « Recule, gamin !» dit Michel d'une voix calme. « Ces chiens sont formés à réagir à la menace. Tu ne veux pas tester leurs limites ?» Axel éclata de rire. Ou, attention, papy et ses toutous nous font peur. Michel tenta de contourner l'obstacle, mais Jérémy le poussa violemment. Déséquilibré par sa prothèse, il trébucha, heurta le bord du mémorial dans un cri étouffé. La douleur irradiait sa hanche. Les chiens grognèrent, un grondement guttural, mais restèrent immobiles, fidèles à l'entraînement. « Contrôle tes clébards !» ricana Jérémy. « Sinon, la fourrière pourrait venir faire un tour. » Quelque chose se brisa en Michel. Pas de la colère, non, une fatigue plus profonde, comme un abîme sans fond. « Pourquoi ?» demanda-t-il simplement. « Qu'est-ce que je t'ai fait à toi ?» Mais sa question n'eut pour effet que de renforcer l'agressivité du jeune homme. « Des mecs comme toi croient être des héros, juste parce qu'ils ont obéi à des ordres. Mon père dit... » « Ton père dit beaucoup de choses, apparemment, » coupa Michel. « Est-ce qu'il sait que tu es là, à agresser un ancien combattant handicapé ?» Le visage de Jérémy se déforma sous l'effet de la rage. Il frappa. Son poing rencontra la tempe de Michel avec un bruit sourd. La douleur fut fulgurante. Le monde chavira. Les 3 jeunes se placèrent entre Michel et ses chiens. Axel ramassa la canne tombée au sol, l'examinant comme un trophée. « Sympa ton bâton, le vieux !» dit-il avant de le briser net sur son genou. Le bruit résonna dans tout le parc. Michel tenta de se redresser sans appui. Jérémy s'avança de nouveau, le mépris éclatant dans ses yeux. « Mon père a raison. Vous êtes tous des épaves, des soldats jouant à faire semblant d'être forts. » C'est à ce moment-là que Michel prit sa décision. Une décision douloureuse, une prière murmurée en silence depuis des années. Il prononça un mot, un seul, dans un dialecte qu'il avait presque oublié, le mot de libération, le mot d'alerte que les chiens n'avaient pas entendu depuis Kaboul. Le changement fut immédiat. 3 bergers allemands devinrent soudain ce qu'ils avaient été autrefois, des armes vivantes, formées au combat. Son bras prit la tête. Tyson s'élança sur la gauche. Balto contourna par la droite. En moins de 10 secondes, les 3 jeunes étaient encerclés. Pas d'aboiement inutile, pas de menace, juste le grondement sourd et constant d'animaux parfaitement entraînés. Jérémy recula, trébuchant presque sur son vélo. « Rappelle-les !» hurla-t-il, la voix fendue par la panique. Axel et Enzo n'avaient plus rien des caïds de tout à l'heure. Ils faisaient un pas en arrière, les mains levées.
Michel, soutenu contre le granit, se releva péniblement. « Ils n'attaqueront pas, sauf si vous me touchez encore une fois, déclara-t-il. Prenez vos vélos et disparaissez. » Axel et Enzo s'exécutèrent, mais Jérémie resta figé. Il ne regardait pas les chiens, il fixait Michel, et sa voix trembla légèrement lorsqu'il demanda « Votre nom ? C'est quoi, votre nom complet ?» Michel, le front couvert de sang, répondit sans réfléchir. « Sergent Michel Laval, corps des Marines. Mais je doute que ça te parle. » La bicyclette de Jérémie tomba au sol dans un bruit sec. Il fixa la cicatrice de Michel, celle qui descendait de son oreille jusqu'à sa mâchoire. « Mon père, il a parlé d'un homme qui lui a sauvé la vie, d'un sergent avec une cicatrice comme un éclair. » Un silence étrange s'installa, brisé uniquement par le grondement lointain d'un orage approchant. Michel cligna des yeux, scrutant le visage du jeune homme. Il n'y avait pas de doute. « Comment s'appelle ton père ? Capitaine Didier Calvet, Kaboul, 2008. » Le nom frappa Michel comme une décharge. Les souvenirs refirent surface. L'embuscade près d'une école, les tirs qui durèrent des heures, le corps blessé du capitaine qu'il avait porté sur son dos pendant plus d'1 kilomètre, pendant que les chiens assuraient leur retraite. Michel halta. Il n'avait jamais su ce qu'il était advenu du capitaine, seulement qu'il avait survécu à l'évacuation. « Didier Calvet est ton père ?» murmura-t-il. Jérémie hocha la tête, abasourdi. Il a souvent raconté cette histoire, le sergent et ses 3 chiens. Je ne savais pas que c'était vous. Michel rappela les chiens. Son bras revint immédiatement à ses côtés, prêt à remplacer la canne brisée. « Ton père était un bon officier, » dit-il en regardant le garçon droit dans les yeux. « Un des rares qui se souciait vraiment de ses hommes. Est-ce qu'il sait ce que tu fais ici ?» La honte se peignit sur le visage de Jérémie. Il vit à Marseille maintenant, remarié. On ne se parle plus vraiment. Un témoin, caché derrière les arbres du parc, avait filmé toute la scène sur son téléphone. Avant même le coucher du soleil, la vidéo montrait déjà des signes de viralité sur les réseaux sociaux locaux. 3 jeunes bien nés agressant un vétéran handicapé devant le mémorial de Saint-Vincent. Et l'apparition soudaine de ces 3 anciens chiens militaires surgit comme des anges gardiens. L'algorithme n'aurait pas pu écrire un meilleur script. Le commissaire Marin arriva moins de 10 minutes après l'appel d'un autre promeneur. Il trouva Michel adossé au mémorial, du sang dans les sourcils, les chiens formant un cercle de protection autour de lui, tandis que les 3 jeunes restaient immobiles, blêmes et silencieux. « Tu tiens le coup ?» demanda Thibaut, l'œil professionnel, inquiet. « Besoin d'une ambulance ?» Michel serra les dents. « Ça ira, mentit-il, même si sa hanche lui lançait atrocement. » Le commissaire se tourna vers les jeunes. « C'est eux ?» Avant que Michel ne réponde, une vieille dame s'avança, tenant son petit chien en laisse. « J'ai tout vu, commissaire. Ces voyous ont attaqué ce pauvre homme sans aucune raison. Si ces chiens n'avaient pas été là, Dieu seul sait ce qu'ils auraient fait. » Thibaut fixa les 3 garçons. « Jérémie Calvet, ça ne m'étonne même pas. » Il pivota vers les 2 autres. « Axel Moreau, Enzo Dumas, vous savez que frapper un vétéran constitue une circonstance aggravante dans notre juridiction ?» Axel essaya de s'en sortir. « C'est Jérémie qui a commencé. Nous, on... » « Ça suffit, » coupa le commissaire. Tout le monde au poste. Alors que les jeunes étaient menottés, Jérémie se retourna vers Michel. « Mon père m'a dit que vous aviez refusé la médaille d'honneur après Kaboul. Pourquoi ?» Michel ne répondit pas. Les médailles n'avaient jamais comblé les cercueils qu'il avait vus refermés. « À quoi bon ? Il est comment ?» demanda-t-il à voix basse. « Ton père ?» Jérémie baissa la tête. Les médecins lui ont sauvé la jambe. Il marche avec une canne, enseigne l'histoire militaire à l'université d'Aix. Ironie cruelle. Le fils d'un homme sauvé d'une amputation avait brisé la canne de celui qui l'avait porté jusqu'à l'évacuation. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Le soir même, Michel, assis dans la salle d'examen de la docteure Delcourt, reçut un flot de messages. Des voisins, des anciens militaires, même un sénateur local, ancien parachutiste, lui laissa un message de soutien. Les chiens, eux, attendaient en silence dans un coin de la pièce, encore sur le qui-vive. « Tu devrais porter plainte ?» dit la docteure en désinfectant la plaie. « Ces garçons doivent apprendre que leurs actes ont des conséquences. » Michel grimaça. « Le garçon Calvet est le fils de Didier. J'ai servi avec lui. » Elle le regarda longuement. « Et alors, ça n'excuse rien. »« Je sais, souffla-t-il. Mais il y a autre chose. Ce gamin, il porte une colère qui ne vient pas de nulle part. » La docteure termina le pansement. Michel s'apprêtait à se lever quand son téléphone sonna, indicatif d'un numéro de Marseille. Il hésita. La docteure le fixa.
Tu devrais répondre. Michel acquiesça et décrocha. Laval. Michel, c'est Didier Calvet. La voix avait vieilli, mais elle portait encore ce ton de commandement naturel que Michel n'avait pas oublié. Le commissaire m'a appelé, je ne sais même pas quoi dire. Michel ferma les yeux. Ça fait longtemps, capitaine. Juste Didier, maintenant. Une pause, puis, mon fils, je suis désolé. Ce n'est pas comme ça que je voulais te retrouver. Au dehors, l'orage éclata enfin. Son bras redressa la tête comme s'il sentait le trouble de Michel. Deux pans de son existence, le passé et le présent, venaient de s'entrechoquer en plein cœur de Saint-Vincent, un 8 mai qu'aucun habitant n'oublierait. Le lendemain matin, Michel se réveilla difficilement. Ses muscles protestaient à chaque mouvement. Mais ce n'était pas la douleur qui le surprit. C'était ce qu'il trouva en sortant. Son jardin était recouvert de fleurs, de petits drapeaux, de lettres manuscrites. La ville avait réagi. Les habitants avaient parlé. Ils n'étaient peut-être pas tous d'accord sur ce que devaient être les conséquences. Mais une chose était sûre, Michel Laval ne serait pas seul. Son bras était couché près du lit, la tête levée. Tyson et Balto faisaient le tour du terrain comme toujours, dans leur routine militaire méticuleuse. Michel se pencha en gémissant, passa une main sur le crâne de son bras. « On dirait qu'on est devenu célèbre, mon vieux. » Quelques minutes plus tard, on frappa à la porte. À travers la fenêtre, Michel aperçut le véhicule du commissaire. Tyson et Balto prirent position de part et d'autre de la porte, vigilants sans être menaçants. « Salut Michel, dit Thibault en ôtant sa casquette. Je viens pas pour papoter. On a du nouveau ?» Il entra lentement, la main tendue pour saluer les chiens qui reniflèrent, puis le reconnurent. Dans le salon, le commissaire s'installa, le regard posé sur les murs nus, à l'exception de quelques décorations militaires. Le fils Calvet a payé la caution ce matin. C'est son père qui a viré l'argent depuis Marseille. Les deux autres sont toujours en cellule. Leurs familles n'ont pas les moyens. Michel hocha la tête. Pas surpris. « Et la vidéo ?» demanda-t-il. « Virale. La presse nationale vient d'en parler. Un vétéran et ses chiens militaires font fuir 3 agresseurs. Ton téléphone va chauffer ?» Michel serra les mâchoires. « Je veux pas de ce cirque médiatique. » Thibault eut un sourire triste. « Tu vas peut-être pas avoir le choix. La ville est déjà divisée. Certains veulent que les 3 soient condamnés durement. D'autres trouvent qu'on exagère. Surtout ceux qui ont des liens avec les Calvettes. » Michel soupira. Bien sûr, les Calvettes avaient encore de l'influence à Saint-Vincent, même depuis que Didier était parti. Son frère possédait la société immobilière qui rachetait les bâtiments de la rue principale. L'argent parlait fort ici. Autre chose, ajouta le commissaire. Didier arrive demain, il veut te voir. Michel resta silencieux un moment. Il n'avait pas revu le capitaine depuis qu'un hélicoptère l'avait emporté, sa chemise trempée de sang, loin du champ de bataille. Il s'était échangé quelques lettres, puis plus rien. Le silence des soldats. Il veut quoi? Faire les choses bien et régler le cas de son fils. Il était question d'une réunion publique. Le pasteur pense que ça pourrait apaiser les tensions. Le téléphone de Michel sonna de nouveau. C'était la docteure Delcourt. « Je dois prendre ça. » Thibault se leva. « Pense à cette réunion. Même ceux qui soutiennent les Calvettes trouvent que les jeunes ont dépassé les bornes. » Après le départ du commissaire, Michel répondit à l'appel. « Comment va la tête ?» demanda la docteure. Il toucha doucement le pansement. « Toujours là. J'ai vu ton dossier. Tes symptômes de stress post-traumatique étaient enfin stabilisés. J'ai peur que ça te fasse replonger ?» Michel regarda son bras couché à ses pieds. « Les chiens m'aident. Je le sais. Et justement, la chaîne régionale veut faire un reportage sur le programme de réhabilitation par les chiens. Ils disent que ce qui t'est arrivé prouve que ça fonctionne. Ça pourrait aider à obtenir des financements. » L'instinct de Michel fut de refuser. Mais l'idée que d'autres puissent bénéficier de ce que lui avait eu, je vais y réfléchir. À midi, Saint-Vincent vivait en pleine ébullition. Les camions satellites des chaînes nationales s'étaient installés près de la mairie. Des journalistes se pressaient au bistrot du coin pour glaner des anecdotes. Dans une ville de 5000 habitants, tout le monde connaissait quelqu'un qui avait vu quelque chose, entendu quelque chose, partagé quelque chose. Le maire, François Gerbier, avait publié un communiqué condamnant l'agression tout en prenant bien soin de ne jamais mentionner le nom Calvette. Une acrobatie politique qui n'avait convaincu personne. Michel, lui, restait cloîtré chez lui, avec pour seule compagnie ses chiens. Jusqu'à ce que le pasteur Viret débarque avec un gratin maison et des intentions claires. « La congrégation a fait une collecte, dit-il, en posant une enveloppe sur la table basse, pour les frais médicaux ou autres. » Michel secoua la tête. « Ce n'est pas nécessaire. Peut-être, mais c'est sincère. » Il s'installa dans le vieux fauteuil en face de Michel. «
Balto, curieux, vint le renifler, puis retourna à son poste près de la fenêtre. « Ce sont des animaux remarquables, » commenta le pasteur. « Ils t'ont sauvé la vie. »« Ce n'est pas la première fois, » répondit Michel simplement. Le pasteur se pencha en avant, ses mains jointes. « Michel, la ville est en train d'exploser. La famille Moreau reçoit des menaces, celle des Dumas aussi. Même les Calvettes en prennent plein la figure. Les gens prennent parti, et pas forcément pour les bonnes raisons. » Michel haussa les épaules. « Ce n'est pas mon problème. Bien sûr que si. Didier Calvette m'a appelé ce matin. Il est bouleversé. Il dit que tu lui as sauvé la vie, et qu'il te la doit. » Michel grimaça. « Je faisais mon boulot, je ne cherche pas sa reconnaissance, et encore moins à ce qu'on traite son fils différemment. » Le pasteur le fixa longuement. « Alors qu'est-ce que tu veux, Michel ?» La question le prit de court. Avant cet incident, ses journées étaient réglées comme du papier à musique, une promenade avec les chiens, un café avec le commissaire, une séance de thérapie hebdomadaire, une routine étriquée mais supportable. « Je veux qu'on me laisse tranquille », murmura-t-il. Mais même à ses propres oreilles, cela sonnait faux. « La réunion publique, c'est demain soir », ajouta le pasteur en se levant. « Didier y sera. Les familles aussi. Réfléchis. Parfois, les conversations les plus dures sont celles qu'on doit absolument avoir. » L'après-midi venu, Michel sortit avec les chiens, prenant soin d'éviter le centre-ville. Malgré cela, les regards le suivaient, derrière les rideaux, depuis les voitures qui ralentissaient, la ville tout entière retenait son souffle. En passant devant le lycée, une voiture ralentit, puis se gara. Michel se raidit instinctivement. Les chiens se mirent aussitôt en formation, prêts. Mais c'était la docteure Delcourt au volant. « Je me disais bien que c'était toi, » dit-elle en baissant la vitre. « Tu veux de la compagnie ?» Il hocha la tête et elle se gara avant de le rejoindre sur le trottoir. Les chiens l'intégrèrent immédiatement à leur cercle de vigilance. Un réflexe, une famille mobile. Pendant quelques minutes, ils marchèrent en silence. « J'ai vu Jérémy Calvet ce matin » finit-elle par dire. Michel s'arrêta net. « Pourquoi ?» Il a demandé à me voir, pour parler de toi, du programme K9. Elle repoussa une mèche de cheveux derrière son oreille. Il semblait sincèrement bouleversé. Il a grandi en entendant des histoires sur toi. Le sergent qui a porté son père à travers le feu. Et il t'a frappé sans savoir. « Ce n'est pas une excuse, » répliqua Michel. Il a agi comme un petit prince méprisant. Elle hocha la tête. « C'est vrai, mais je lui ai posé une question. Et toi, tu n'as jamais voulu y répondre. Laquelle ? Que s'est-il vraiment passé ce jour-là à Kaboul ?» Michel reprit la marche, plus lentement. Les souvenirs remontaient, poisseux comme de l'eau croupie. C'était censé être une mission de routine. Un dépôt de fournitures dans une école qui nous avait aidé à localiser des positions ennemies. Il marqua une pause. Les chiens resserrèrent leur présence. Les renseignements se sont plantés. L'embuscade a été immédiate. 3 hommes tombés dans la première minute. Didier a ordonné de se replier vers l'école. On était encerclés. Son bras pressa son flanc contre la jambe de Michel. Un geste appris, ancré, apaisant. Il a été touché en protégeant un jeune. Grosse hémorragie, j'ai posé un garrot. Mais l'extraction, impossible. Radio Sachès. Plus de munitions, il m'a ordonné de partir sans lui. Tu as refusé. Michel hocha lentement la tête. Je l'ai porté sur mon dos. Son bras ouvrait la voie. Les 2 autres gardaient les arrières, 1 kilomètre à travers le chaos. Sa main effleura la cicatrice sur sa mâchoire. J'ai pris ça près de la zone d'extraction. J'étais sûr qu'il ne survivrait pas. Ils arrivèrent au bord du parc commémoratif. Michel s'arrêta. Trop tôt pour revenir sur les lieux. Trop douloureux. Il a survécu grâce à toi, murmura la docteure. Grâce à sa force. Et à ses chiens. Il se pencha pour caresser Balto. Quand j'ai perdu ma jambe, on m'a rapatrié. Eux devaient être réaffectés. Mais ils échouaient systématiquement avec de nouveaux maîtres. Trop agressifs. Trop protecteurs. Elle hocha la tête. Et maintenant, 16 ans plus tard, son fils t'agresse à la même date. Le pire, c'est que je vois Didier dans ce garçon. Le menton, le regard. La docteure le fixa. Tu sais ce qu'il m'a dit ? Que son père n'était jamais vraiment revenu de là-bas. Physiquement, peut-être. Mais une partie de lui était restée en Afghanistan. Michel ricana, amer. Bienvenue au club. Elle reprit doucement. Il a aussi dit que son père est sobre depuis 3 ans. Mais que ça a été terrible avant. Que le divorce est arrivé au pire moment. Ils s'éloignèrent du parc. Les ombres du soir s'étirant derrière eux. Tu sais ce que dit la recherche sur les traumatismes de guerre ? Demanda-t-elle. Éclaire-moi.
Ça ne touche pas que le soldat, ça se propage. Famille, amis, communauté. Ce qui est arrivé l'autre jour fait partie de ces ondes de choc. Michel resta silencieux. Tu veux que je pardonne ce gamin parce que son père a aussi des séquelles? Je dis juste que cette histoire va plus loin que 3 voyous attaquant un vétéran. Elle s'arrêta à sa voiture. Jérémy m'a demandé s'il pouvait intégrer le programme. Pour aider. Michel eut un rire sans joie. Tu plaisantes? Il veut que sa peine ait un sens. Je pense que ce serait utile. Elle ouvrit sa portière. Réfléchis-y. La réunion est demain. Ce serait bien que tu y sois. Elle démarra. Michel, lui, continua sa marche avec ses chiens. Les pensées se bousculaient. Voir Didier, après toutes ces années, et son fils, qui voulait maintenant s'impliquer dans un programme né de douleur qu'il n'aurait jamais dû connaître. Sur le pas de sa porte, Michel trouva un paquet. Une canne neuve, bois verni, poignée gravée du symbole des anciens Marines. Une simple note l'accompagnait, du comité des anciens combattants de Saint-Vincent. Fraternité. Le geste le toucha plus qu'il ne voulait l'admettre. Il testa les poids, l'équilibre. Parfait. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Il répondit. Laval. Michel, c'est Didier. Je viens d'atterrir. Tu devais arriver demain. J'ai pas pu attendre. Ce foutoir avec Jérémy, je devais venir. Une pause. On peut se voir ce soir? Michel passa une main sur le dos de son bras. Le chien leva les yeux, attentif. Le bistrot sur la Grand Rue, 19h, la blanquette y est encore potable. J'y serai. Et merci. Michel raccrocha, puis s'assit dans son vieux fauteuil. Le souffle court. Son bras posa la tête sur son genou. Alors les gars, prêts à affronter un autre calvette? Comme pour répondre, son bras lui donna un petit coup de museau, le même qu'il utilisait dans les zones de guerre, pour dire « il est temps d'y aller ». Michel sourit, malgré la peur. Certains liens, pensait-il, transcendent les mots. Et le temps. Le bistrot de la Grand Rue n'avait pas changé depuis 20 ans. Les banquettes, en scailles usées, grinçaient comme avant. Les néons fatiguaient les visages, et le café était toujours aussi amer. Michel arriva avec 15 minutes d'avance. Vieille habitude de soldat, il choisit une table dans le coin du fond, dos au mur, regard sur la sortie. Les chiens, eux, prirent place sous la table, discrets mais attentifs, comme ils l'avaient été dans tant d'endroits bien plus dangereux. Doris, la serveuse historique de l'établissement, arriva sans même poser la question. Elle déposa une tasse fumante devant lui. « C'est pour la maison, le minimum qu'on puisse faire après ce que ces sales gosses t'ont fait. » Elle jeta un coup d'œil sous la table. « J'ai du bacon pour tes zéros, si c'est autorisé. » Michel esquissa un sourire. « En service pour l'instant, Doris. Peut-être plus tard. » Elle hocha la tête, compréhensive. « On m'a dit que tu voyais Calvette ce soir. C'est ce dont tout le monde parle. » Elle baissa la voix. « Tu as besoin de quoi que ce soit? Tu fais signe. Mon fils est en cuisine. Et il a un vieux battant de baseball sous la main. Il n'a pas peur de s'en servir. » Michel la remercia du regard. La solidarité de Saint-Vincent n'avait pas disparu. Elle se montrait même là où il ne l'attendait plus. La clochette de la porte tinta. Michel leva les yeux. Didier Calvet venait d'entrer. 16 ans s'étaient écoulés, mais Michel l'aurait reconnu entre mille. Les tempes grisonnantes, le pas légèrement boiteux, comme s'il avait appris à faire avec une douleur installée, mais la prestance militaire était toujours là, dos droit, regard alerte. Il balaya la salle d'un coup d'œil méthodique avant d'avancer vers la table. Tous les regards s'étaient tournés vers lui, et le silence s'installa comme un rideau épais. « Sergent Laval », dit-il en arrivant. « Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. » Michel indiqua la chaise en face de lui. « C'est juste Michel maintenant. Il y a longtemps qu'on ne m'appelle plus sergent. » Didier s'assit. « Et moi c'est juste Didier. Je commande plus rien, sauf peut-être un groupe d'étudiants distraits. » Le malaise flottait, palpable. 2 hommes liés par un souvenir sanglant, mais séparés par les années de silence qui avaient suivi. Doris vint prendre la commande avec des gestes hésitants. Didier choisit un café, puis elle repartit, non sans un dernier regard soucieux vers Michel. Didier s'accouda à la table. « Je ne sais pas par où commencer. M'excuser pour mon fils? Te remercier encore une fois pour ce que tu as fait? Aucun mot ne semble suffisant. » Michel l'observa longuement. Il vit la fatigue dans ses traits, les ombres sous les yeux. Ce n'était pas un père aveugle, pas un homme venu minimiser ce qui s'était passé. « Commence par la vérité. Qu'est-ce qui est arrivé à ton fils? Le gamin que j'ai vu au parc n'a pas été élevé par le capitaine Calvette que j'ai connu. » Didier se frotta le visage. « Non, il ne l'a pas été. » Il inspira profondément. « Quand je suis rentré du front, tout s'est délité. La jambe a fini par guérir, mais les cauchemars, la colère, non. Elisabeth a tout tenté, mais je l'ai tenue à distance,
J'ai commencé à boire, à me refermer. Michel hocha la tête, reconnaissant ce récit. Il en avait entendu des centaines et vécu bien des morceaux. Jérémie avait 10 ans quand je suis parti, 13 quand je suis revenu. L'âge parfait pour voir son héros de père s'effondrer. Didier regarda son café sans le voir. Quand j'ai fini par me soigner, par arrêter de boire, il était trop tard. Elisabeth avait demandé le divorce. Elle est partie vivre chez ses parents avec lui. Il a grandes entre colère et luxe. Michel se massa la tempe. Ça explique certaines choses, mais pas le fait qu'il ait frappé un ancien combattant à terre. Didier baissa les yeux. Non, rien ne l'excuse, il le sait. Il m'a dit qu'il ne savait pas qui tu étais, pas avant de voir les chiens. Et la cicatrice. Michel ne dit rien, le regard perdu dans sa tasse. La ville prépare cette réunion demain soir, reprit Didier. Mon frère essaye d'influencer les choses, il a du pouvoir ici, beaucoup trop. Moi, je pense que Jérémie doit faire face aux conséquences. Michel fut surpris par cette honnêteté. Beaucoup de pères auraient couvert leur fils. Trouver des justifications, lui non. « Et que veux-tu que je fasse ?» demanda Michel. « Dire la vérité, dire ce qu'il a fait, mais aussi peut-être reconnaître ce qu'il essaie de faire depuis. Il veut intégrer le programme K9, financer son extension. » Michel haussa les sourcils. « Avec quel argent ? Celui de la fondation de son grand-père. Il veut mettre les ressources familiales au service des vétérans. Il a commencé à rédiger une proposition. » Michel leva les yeux. Ce n'était pas rien. Mais cela suffisait-il ? Avant qu'il puisse répondre, la porte s'ouvrit à la volée. Jérémie entra, hésitant. À ses côtés, le commissaire Marin. « Désolé d'interrompre, dit ce dernier. Mais on a trouvé le gamin déposant des fleurs sur ton porche. J'ai préféré l'amener ici. » Jérémie tenait un bouquet maladroitement emballé. Ses yeux allaient de son père à Michel, puis aux 3 chiens, qui s'étaient redressés d'un seul mouvement, tous muscles tendus. « Je voulais m'excuser. » Il posa les fleurs sur la table. Les conversations dans le bistrot s'étaient tues. Ce que j'ai fait est impardonnable. Toute ma vie, j'ai entendu parler d'un sergent qui avait sauvé mon père. Et quand je t'ai rencontré, je t'ai frappé. Michel le regarda sans cligner. Tu m'as attaqué avec 2 complices, devant un monument. Oui, monsieur, je l'ai fait. J'étais ivre, en colère, j'ai mal agi. Didier se leva, visiblement ému. Ce n'est ni le lieu ni le moment, Jérémie. Michel leva une main. Laisse-le parler. Jérémie déglutit. La docteure Delcourt m'a dit que ces chiens ont sauvé ta vie, qu'ils t'aident à vivre. J'ai vu ce qu'ils sont capables de faire, et je veux aider. Michel l'observa longuement. La docteure m'a aussi dit que tu as demandé à rejoindre le programme. Oui, monsieur, pas pour éviter une sanction, parce que je veux me racheter. Le commissaire rompit le silence. Le juge a accepté que cette réunion publique serve de base à la décision judiciaire. Tout le monde y sera. Michel acquiesça. Alors j'y serai, avec mes chiens. Jérémie regarda les animaux avec respect. Ils sont incroyables. Le vétérinaire m'a dit que son bras avait reçu une médaille militaire. Didier confirma. Il a sauvé toute une escouade. Une IED que les humains n'avaient pas détectée. Jérémie hocha la tête. Je veux apprendre. Aider. Michel le fixa droit dans les yeux. Il ne vit plus le gamin arrogant, mais un jeune homme effrayé, peut-être sincère. Ce n'était pas à moi de décider de ta peine. Mais ce programme, il n'a besoin que de gens qui savent ce que c'est que la loyauté. Jérémie baissa les yeux. Alors j'ai du chemin à faire. Michel incline lentement la tête, puis regarda les fleurs. Il y avait une carte, une simple phrase, pour ce que vous avez fait et pour ce que je n'ai pas su respecter. Didier se rassit lentement, les épaules voûtées. La tension qui régnait autour de la table semblait s'être apaisée, mais le poids de ce qui restait à affronter était toujours là. Ils restèrent ainsi quelques minutes en silence, chacun perdu dans ses pensées, alors que les clients du bistrot reprenaient peu à peu leur conversation, plus à voix basse qu'avant, comme si une page venait de se tourner en direct devant eux. « Le juge veut ton avis », dit finalement Didier. « Pas juste comme victime, comme ancien militaire, comme homme. » Michel hocha la tête. Il avait compris depuis longtemps que cette réunion ne serait pas une simple formalité. La ville tout entière attendait de lui qu'il tranche. Pas seulement pour ses garçons, mais pour l'âme même de Saint-Vincent. Didier jeta un coup d'œil vers son fils, resté debout près de la porte mal à l'aise. Il a encore beaucoup à apprendre, mais il veut changer. Michel regarda Jérémie. Et vous 3, vous avez pensé à ceux que vous avez entraînés là-dedans, les familles des 2 autres. Ce ne sera pas simple pour eux non plus demain soir. Jérémie acquiesça. Je sais, c'est pour ça que je leur ai demandé de m'aider. On travaille ensemble sur le projet maintenant, tous les 3.
Michel resta silencieux. Cette évolution rapide de la situation l'interrogeait. Opportunisme? Rachat sincère? Il n'avait pas encore la réponse. Mais quelque chose dans la posture du garçon, dans le ton de sa voix, suggérait un début d'honnêteté. Ils se quittèrent sous le porche du bistrot, la nuit déjà bien tombée sur Saint-Vincent. Didier serra la main de Michel, puis l'attira dans une brève accolade fraternelle, celle que seuls les hommes ayant connu l'enfer partagent en silence. « Merci », dit-il simplement. Pour tout, Michel rentra à pied, ses chiens toujours en formation autour de lui. Mais à mi-chemin, Tyson se raidit. Oreilles dressées, les muscles sous la fourrure tendus comme des câbles. Son bras s'arrêta net, le museau pointé vers l'ombre d'une ruelle. « Qui est là ?» lança Michel. Une silhouette sortit lentement de l'ombre. C'était Axel Moreau, les mains bien visibles, le regard fuyant. « C'est juste moi. Je devais te parler. » Michel tressaillit. « Tu devrais être au poste. Mon père a hypothéqué la maison pour payer la caution. » Il baissa les yeux. « Je sais que j'ai pas le droit de t'approcher. Mais je voulais dire quelque chose avant demain. » Michel le jaugea en silence, sa main sur le dos de son bras. Le chien, tendu mais immobile, attendait un ordre. « Parle. Les Calvettes ont de l'argent. Des avocats, un nom. Moi et Enzo, on n'a rien. Demain, leur histoire d'honneur familial va noyer la nôtre. Ils diront qu'on l'a poussé, qu'on l'a influencé, que c'était pas sa faute. » Michel n'avait pas besoin d'être devin pour voir venir ce scénario. Saint-Vincent avait toujours protégé les siens, les puissants. « Et pourquoi tu me dis ça ? Parce que t'es le seul que les gens écouteront. Si tu dis que c'est lui qui a tout lancé, peut-être qu'on évitera la prison. Peut-être que nos vies seront pas foutues. » Il y avait dans sa voix un mélange de peur, de rage contenue et de résignation. Michel y lut surtout l'échec d'un système qui n'avait jamais donné sa chance à ce gamin. C'était son idée ? Axel hésita, puis détourna les yeux. « Est-ce que ça change quelque chose ?» Michel ne répondit pas. Il regarda les chiens. Il repensa à l'Afghanistan, aux décisions impossibles, aux vérités tordues. La vérité compte, toujours. Axel ricana. « Pas ici. Ici, c'est les noms de famille et les comptes en banque. La vérité, c'est qu'on était sous, qu'on a fait une connerie, tous les trois. Mais moi et Enzo, on paiera tout. » Son téléphone vibra. C'était un message du commissaire. Centre communautaire vandalisé, graffiti en rouge, pas de justice pour les riches, sois prudent. La colère montait dans la ville. Le procès de 3 garçons était devenu le procès d'une société. Un révélateur de fractures anciennes, de rancunes jamais digérées. « Rentre chez toi, Axel. On se voit demain. » Le jeune homme disparut dans la nuit, la tête basse. Michel, lui, reprit sa route. Le pas plus lourd. Chaque maison croisée semblait peser un peu plus. Tout le monde attendait quelque chose de lui. Une parole, une condamnation, une absolution, une position. Mais Michel Laval ne croyait plus aux absolus depuis bien longtemps. Il rentra chez lui, referma la porte à clé et s'assit dans l'obscurité entouré de ses chiens. Son bras posa sa tête sur sa cuisse. Rex resta en sentinelle, Balto se coucha près de la fenêtre et Michel comprit ce qu'il redoutait vraiment. Que demain la ville ne lui demande pas seulement son avis sur ses jeunes, mais sur elle-même, sur ce qu'elle était devenue. Le matin du grand jour, Saint-Vincent se réveilla dans une étrange torpeur. Le ciel était laiteux, l'air pesait, et le silence avait quelque chose de nerveux, presque électrique. Michel ouvrit les yeux au son familier de son bras qui se frottait doucement contre son flanc. Ce contact, ce rappel du présent, l'empêchait de replonger dans les souvenirs trop sombres. Il se redressa, lentement. Chaque mouvement réveillait les douleurs. Son téléphone affichait 7 appels manqués. 3 journalistes, la docteure Delcourt, le pasteur, Didier. Il les ignora tous. Il se concentra sur sa routine. Nourrit les chiens, prépara su café, répara une attache du harnais de Rex. L'habitude, l'essentiel. Le journal local trônait sur le seuil de sa porte. Une photo en une, le centre communautaire, ses portes blanches, taguées en rouge. Pas de justice pour les riches. Le titre, Saint-Vincent au bord de la rupture, tension autour de l'affaire Calvette. Il lut l'article. Les témoignages s'enchaînaient. La mère d'Enzo, effondrée, y racontait qu'elle ne dormait plus. Le père d'Axel y accusait les notables de la ville de vouloir écraser les leurs. Aucune déclaration officielle de la famille Calvet, sauf une ligne de Gérald Calvet, le frère de Didier. Des erreurs de jeunesse ne doivent pas détruire des avenirs prometteurs. Michel plia le journal. La nausée au bord des lèvres. Les chiens, eux, attendaient, comme toujours, loyaux, ancrés. Juste avant midi, le téléphone sonna à nouveau. Le commissaire Marin cette fois. « On a un souci » dit-il sans détour.
La docteure Delcourt est inquiète. T'as raté ton rendez-vous ce matin. Michel jura entre ses dents. Il avait totalement oublié. C'est pas pour te gronder, Michel. Mais elle est formelle. Vu ton profil, ce genre d'omission déclenche un protocole. On doit lancer un contrôle de bien-être. Michel comprit alors pourquoi Thibaut l'appelait directement. Il lui laissait une chance d'éviter une visite officielle. Je vais passer à la clinique dans l'heure. Bien, et... Michel, ce soir ça va être tendu. Les rides et les moraux prévoient de protester s'ils ont l'impression que la balance penche vers Calvette. Michel se pinça l'arête du nez. Compris. Quand il raccrocha, un silence pesant retomba dans la pièce. Pas un silence de paix, un silence en suspens. Il se leva, attrapa sa nouvelle canne, regarda ses chiens. « On y va les gars ?» Et dans leur regard, il trouva un écho, une promesse silencieuse. « On est là !» La clinique était calme, baignée de cette lumière d'après-midi qui filtre à travers les stores comme un voile fatigué. Dans la salle de consultation, la docteure Delcourt attendait déjà. Elle leva les yeux dès que Michel franchit la porte, suivi de ses 3 chiens parfaitement alignés. Elle referma son dossier, le visage fermé, mais soulagé. « Tu m'as fichu une sacrée peur, Michel. Désolé, j'ai perdu la notion du temps. » Elle prit sa tension, observa ses traits et l'invita à s'asseoir. « Tu dors ? Mal ? Douleur ? Supportable. » Elle se pencha légèrement, adoucissant sa voix. « Ce soir, tu vas devoir faire face à une foule, à un déchaînement d'émotions, à des attentes démesurées. Ce n'est pas rien. » Michel garda le silence. Il sentait la pression dans sa poitrine, déjà. Une brûlure sourde, pas encore alarmante, mais bien présente. « Je veux que tu prennes ça avant la réunion. » Elle lui tendit un petit flacon, bêta-bloquant, pour stabiliser ton rythme cardiaque. Il hocha la tête, l'air absent. La docteure poursuivit doucement. « J'ai revu Jérémy ce matin, il passe une évaluation psychologique demain. L'expert parle de troubles anxieux, de schémas de stress hérité. Rien d'officiel encore, mais ça colle. » Michel ne fut pas surpris. Didier lui avait avoué ses propres démons. Ce genre d'héritage ne disparaît pas en changeant de décor. Il dit qu'il a toujours eu l'impression de ne pas être à la hauteur, que son père était un héros inaccessible, que tout ce qu'il faisait n'était jamais assez. Michel repensa à son propre père, à son grand-père décoré pendant la guerre d'Algérie, au silence pesant, aux attentes jamais formulées mais omniprésentes. Ça laisse des traces. Ça ne l'excuse pas, ajouta rapidement la docteure, mais ça éclaire. Michel sortit avec les chiens peu après, reprenant le chemin de chez lui en longeant la grande rue. Sur un banc, il aperçut une silhouette familière. Jérémy, seul, affaissé, comme un gamin puni. Quand il leva les yeux et vit Michel approcher, il se leva d'un bond. Les chiens réagirent immédiatement, se plaçant entre les 2 hommes, vigilants. « Je ne m'attendais pas à te voir, dit-il, mal à l'aise. Tu aurais pu prévenir ton père ? Il te cherche. » Jérémy haussa les épaules. « J'avais besoin de respirer. » Il regarda les chiens. « Ils ont bonne mémoire, hein ?» Michel hocha lentement la tête. « Il n'oublie rien. » Le silence s'installa. « Tu sais ce que ton père fait en ce moment ? Il se bat pour que tu aies une chance de faire amende honorable. » Jérémy hocha la tête. « Et moi, je me demande si j'en suis digne. » Il regarda ses pieds, puis releva les yeux, plus déterminé. « Ce soir, je dirai ce que j'ai fait. Tout. Même si ça m'envoie en prison. Je veux qu'on sache que je ne me cache pas derrière le nom Calvette. » Michel observe le garçon. Il ne savait pas encore s'il croyait pleinement à cette transformation, mais il reconnaissait au moins une chose. Le regard fuyant avait disparu. « Ce programme que tu veux développer, c'est sérieux ? J'y travaille tous les soirs. Avec Axel et Enzo, on a rencontré des éducateurs canins, des anciens combattants. On veut qu'il y ait un vrai impact, pas juste une ligne sur notre dossier. Pourquoi eux ? Pourquoi les intégrer ? Parce qu'on a déconné ensemble. Et que si on veut réparer, ça doit aussi être ensemble. » Michel resta un moment immobile, puis hocha la tête. « Ton père t'a prêté son ancien uniforme, non ?» Jérémy sembla pris de court. Il rougit un peu. C'était son idée. Il pensait que ça m'aiderait à comprendre le poids de certaines décisions. Michel fixa le garçon. « Un uniforme, c'est pas un déguisement. C'est une responsabilité. Je sais. » Michel reprit sa marche. Les chiens le suivirent. Et Jérémy resta là, seul sur le trottoir. Mais cette fois, il n'avait plus l'air d'un enfant perdu. L'heure approchait, le centre communautaire, encore marqué par les graffitis de la veille, débordait de monde. La salle principale était remplie, les couloirs aussi. Certains s'étaient même installés dehors, écoutant via des haut-parleurs installés à la hâte. Michel entra par l'arrière, escorté par le commissaire, les chiens à ses côtés. Tous les regards se tournèrent vers lui. Une vague de silence balaya la pièce.
Le juge Claire Mombarde, une femme droite et réputée pour son impartialité, présidait la réunion. À ses côtés, le maire, le pasteur et un représentant du parquet. Cette réunion, bien qu'informelle, servira de base à ma décision finale concernant les sanctions, déclara-t-elle. Je veux que chacun parle avec respect. Les premières interventions s'enchaînèrent. Le commissaire rappela les faits. Le procureur énonça les peines encourues. Puis de Gérald Calvet prit la parole. Mon neveu a commis une erreur grave, mais il est jeune, il regrette, il mérite une seconde chance. Il évoqua les dons de la famille, les promesses de réinsertion, le programme K9. Mais la salle n'était pas dupe. Le père d'Enzo se leva, rouge de colère. Une erreur, il aurait pu le tuer. Et maintenant vous parlez de réhabilitation, alors que nous, on a hypothéqué notre maison pour la caution. Les voix montèrent. La juge dut taper du maillet plusieurs fois. Assez, encore un débordement, et je fais évacuer. Puis elle appela Jérémy. Le garçon s'avança. Droit, l'uniforme de son père sur le dos. Chaque pas résonnait dans le silence absolu. Il prit la parole, sans lire, sans trembler. Ce que j'ai fait est inexcusable. Je n'étais pas ivre. J'étais en colère. J'ai laissé ma rage diriger mes actes. Je n'ai pas su reconnaître l'homme que mon père m'a appris à respecter. Il se tourna vers Michel. Vous m'avez sauvé, une première fois, sans même me connaître, et je vous ai attaqué. Axel et Enzo prirent aussi la parole, moins assurés, mais honnêtes. Ils reconnurent leur faute, accusèrent personne. Ne cherchèrent pas d'échappatoire, la salle était suspendue aux lèvres de chacun. Puis le juge Mombarde regarda Michel. « Monsieur Laval, vous avez la parole ?» Il se leva lentement. Les chiens se redressèrent en alerte. Il posa une main sur la table pour se stabiliser. Une douleur diffuse montait dans sa poitrine. Mais il parla quand même. On m'a demandé ce que je voulais. Justice ? Pardon ? Honnêtement, je ne sais pas. Il regarda les trois garçons. Ce qu'ils ont fait n'est pas seulement un délit. C'est une profanation. Ils ont piétiné un lieu de mémoire, un lieu sacré. La salle retenait son souffle. Mais j'ai aussi vu des garçons paumés. Et j'en ai connu beaucoup. Certains qui se sont engagés, d'autres qui sont tombés. Michel marqua une pause. La douleur dans son bras gauche s'intensifiait. Je crois que punir sans comprendre, ça ne mène nulle part. Il voulut continuer, mais sa main glissa. Son bras aboya brusquement. Un aboiement aigu, net, un signal d'urgence. Michel porta la main à sa poitrine. Son souffle se coupa, et il s'effondra. La panique éclata. Les gens crièrent, les chaises raclèrent le sol. Son bras tenta de le maintenir conscient. Rex se plaça entre Michel et la foule. Balto bloqua l'accès par l'allée centrale. La docteure Delcourt était déjà debout, courant vers lui. Le commissaire l'aida à dégager un espace. « Crise cardiaque probable ! Appelez une ambulance !» Didier se précipita, la panique déformant son visage. « Tiens bon, Michel, tu m'entends ? Reste avec nous. C'est un ordre. » Mais Michel ne répondit plus. Les sirènes de l'ambulance résonnaient encore dans les rues de Saint-Vincent lorsque les portes de la salle communautaire se refermèrent sur le tumulte. À l'intérieur, les gens restaient figés, hébétés, comme si la réalité venait de leur échapper, emportés par le poids d'une histoire qui les dépassait tous. Michel, inconscient, fut placé sur un brancard, les électrodes déjà sur sa poitrine. Il n'avait ouvert les yeux qu'un instant, juste assez pour murmurer « Mes chiens !» avant de sombrer à nouveau. Docteur Delcourt monta dans l'ambulance avec lui. Les trois chiens, eux, restèrent à l'extérieur, tendus, nerveux, refusant de s'éloigner du véhicule. Ce fut le commissaire Marin qui intervint. « Je les prends chez moi, dit-il en s'agenouillant à leur hauteur. Je vous le promets, les gars. Il va s'en sortir. » Mais son bras resta fixé sur la porte de l'ambulance, son regard brillant de cette conscience unique que seuls les anciens chiens militaires possèdent. Il savait. Il avait vu cet effondrement une fois en Afghanistan. Et il savait que tout pouvait basculer en une nuit. À l'hôpital de la région, les lumières blafardes clignotaient au-dessus du lit de Michel. Le bip régulier des machines trahissait un état stable mais critique. Docteur Delcourt restait à ses côtés, surveillant chaque variation sur les moniteurs. Un cardiologue entra, jetant un coup d'œil rapide au dossier. Ce n'est pas un infarctus massif, mais un épisode sérieux. Trop de stress combiné à un syndrome post-traumatique chronique. Il faudra du repos et un suivi rapproché. Delcourt hocha la tête. Elle savait ce que Michel dirait s'il était réveillé. « Je vais bien, occupez-vous des autres. » Mais cette fois, il ne pourrait pas s'en tirer ainsi. Dans la salle d'attente, l'atmosphère était irréelle. Didier Calvet, les yeux rougis, fixait le sol. À ses côtés, son frère Gérald gardait un silence inhabituel.
Axel et Enzo, eux, s'étaient assis dans un coin, leurs téléphones à la main, mais sans l'envie de les consulter. Jérémy tournait en rond comme un lion en cage. « Il va s'en sortir ?» demanda-t-il pour la 3e fois à la docteure lorsqu'elle revint dans le couloir. Elle hocha lentement la tête. « Il est stable, mais très affaibli. » Ce qui s'est passé ce soir était un avertissement. Le stress accumulé l'a rattrapé. Jérémy s'effondra sur un siège, les épaules secouées. Pas de larmes, juste un vide profond, creusé par la culpabilité. « Ces chiens ?» demanda Didier. « Le commissaire les garde chez lui, mais ils sont agités, très agités. » Elle hésita, puis ajouta « Et Michel demande après eux, à chaque fois qu'il émerge. » Le directeur de l'hôpital arriva, alerté par l'ampleur de la situation. Après une brève conversation avec la docteure et quelques vérifications réglementaires, il rendit sa décision. Vu les circonstances exceptionnelles et les preuves médicales concernant leur rôle thérapeutique, nous autorisons une visite encadrée des chiens dans sa chambre, une seule fois. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Le commissaire fut prévenu. Il revint aussitôt avec les 3 chiens, impeccablement préparés, harnais désinfectés, pattes nettoyées. Ils entrèrent dans la chambre avec une discipline silencieuse, presque sacrée. Et lorsque son bras posa la tête contre la main de Michel, les moniteurs changèrent aussitôt. Fréquence cardiaque stabilisée, pression artérielle abaissée, rythme respiratoire apaisé. Le personnel médical en resta bouche bée. « C'est ça leur pouvoir », murmura la docteure Delcourt. « Pas juste des souvenirs de guerre, ce sont ses gardiens, ses repères. » Michel ouvrit lentement les yeux. Son regard encore flou se fixa sur les chiens, puis sur la silhouette familière de Didier, en retrait. « C'est pas encore cette fois, hein, murmura-t-il. Didier s'approcha. « Tu nous as fait une sacrée frayeur. Désolé de pas avoir fini mon discours. » Un sourire faible mais sincère traversa son visage. « Tu auras l'occasion de le reprendre, » répondit la docteure, mais Michel ferma les yeux. Pas sûr de vouloir. Trop de bruit, trop d'attente. Didier posa une main sur son épaule. « Alors laisse les autres parler pour toi. » Pendant les jours qui suivirent, la chambre de Michel devint un point de convergence. La presse s'était déplacée, les réseaux sociaux s'étaient enflammés, des anciens militaires du pays tout entier envoyaient des messages de soutien. Le programme K9 gagnait soudainement en notoriété. Et au cœur de tout cela, 3 jeunes hommes, dont le destin semblait jusque-là scellé, prenaient une décision inattendue. Jérémy, Axel et Enzo, sous la supervision de la docteure Delcourt, déposèrent un projet officiel, une fondation pour l'extension du programme de réhabilitation par les chiens de guerre. Leurs familles furent conviées, le conseil municipal aussi. Et un soir, dans une salle annexe de l'hôpital, improvisée en salle de conférence, ils présentèrent leur initiative, devant vétérans, élus et citoyens. « Ce n'est pas pour nous racheter », déclara Jérémy, droit comme un piquet. « C'est parce qu'on a enfin compris ce que signifie servir. » Ils exposèrent leur budget, les partenariats en cours avec des éducateurs canins, les témoignages de vétérans déjà engagés. Ils montrèrent même une vidéo. Un montage simple, sobre, retraçant l'histoire de Michel, de ses chiens et de l'agression, sans jamais tomber dans le pathos. Quand la vidéo s'arrêta, la salle resta muette, puis un homme se leva. C'était un ancien adjudant-chef de la Légion, venu exprès depuis Lyon. « Vous avez frappé un ancien frère d'armes. Vous avez brisé quelque chose de sacré, mais ce que vous proposez, si vous le menez à bout, alors peut-être que ce sera plus qu'un pardon, ce sera un passage. Une vraie transformation. » Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, l'ombre qui planait sur Saint-Vincent se dissipa légèrement. 3 jours plus tard, dans la chambre de Michel, la juge Montbard se présenta en personne. Elle s'assit près du lit, le carnet de notes fermé sur ses genoux. « Monsieur Laval, j'ai longuement réfléchi à ce que vous avez dit, et à ce que vous n'avez pas eu le temps de dire. » Michel ne répondit pas. « Le parquet recommande des travaux d'intérêt général. Mais la loi me laisse une certaine latitude. » Elle le fixa droit dans les yeux. « Je vous demande une chose. Est-ce que vous croyez que ces 3 jeunes hommes peuvent réellement changer ?» Il tourna la tête vers les chiens, couchés autour du lit. Puis regarda la juge. « J'ai vu des soldats brisés et devenir des héros. Alors oui, je pense qu'on peut tous changer, si on le veut vraiment. » Elle se leva. « Alors leur peine sera la suivante. 150 heures de service communautaire, affectées exclusivement au développement de la fondation K9, sous la supervision de la clinique, du commissariat et de vous, si vous l'acceptez. » Michel sourit faiblement. « Je suis en convalescence, madame la juge. » Elle hocha la tête. « Justement, vous avez du temps pour transmettre. » Avant de partir, elle s'arrêta dans l'embrasure de la porte. «
Vous ne le savez peut-être pas, mais ce que vous avez fait ici va plus loin qu'une simple affaire judiciaire. Vous avez montré qu'on pouvait transformer la colère en action, la douleur en sens. » Elle s'éclipsa sans un mot de plus. Michel resta là, pensif. Puis il se pencha légèrement vers son bras. « Tu entends ça, vieux frère? On va devoir les surveiller maintenant. » Le chien leva les yeux, et d'un simple battement de queue, approuva. Michel sortit de l'hôpital une semaine plus tard, appuyé sur sa canne flambant neuve, son pas ralenti par la convalescence, mais ses chiens, eux toujours impeccables. À l'entrée, un attroupement silencieux s'était formé. Pas de caméra, pas de micro, juste des gens, des voisins, des anciens élèves, des vétérans, tous là pour lui. Certains brandissaient de petites pancartes « Merci Michel ». D'autres restaient simplement les mains croisées devant eux, dans une posture de respect que rien ne pouvait acheter. Le commissaire marin l'attendait avec sa voiture. Il ouvrit la portière lui-même, sans un mot, tandis que les chiens sautaient dans le véhicule avec la précision d'un rituel. Pendant tout le trajet, Michel garda les yeux sur la route. Ce Saint-Vincent qu'il connaissait par cœur avait changé. Ou peut-être était-ce lui qui regardait autrement. En arrivant chez lui, il découvrit qu'on lui avait tondu la pelouse, que les volets avaient été repeints et qu'un banc avait été installé près de l'entrée. Une plaque y était fixée, à Michel Laval et ses gardiens, pour votre loyauté, votre courage et votre humanité. Ce n'était pas un monument de pierre, mais c'était une mémoire gravée dans le bois vivant du quotidien. Cela valait mieux que toutes les décorations reçues au fil des années. Il entra chez lui, les chiens le devançant comme pour vérifier que tout était resté en ordre. Et tout y était. Mais quelque chose avait changé en lui. Une part de lui-même, qu'il pensait enterrée sous les ruines d'anciens combats, se réveillait, le désir peut-être d'ouvrir un chemin pour ceux qui viendraient après. Le lendemain, il reçut une visite inattendue. Jérémie se tenait sur le seuil, sans uniforme, sans grand discours, juste un sac en bandoulière et des documents à la main. « Je suis venu te montrer l'avancement du programme. » Michel s'écarta pour le laisser entrer, les chiens le reniflèrent de brièvement, le reconnaissant, pas comme une menace, mais comme un individu en sursis, sous surveillance. Et cela suffisait. Autour de la table de cuisine, Jérémie sortit des plans, des devis, des courriels imprimés, le tout classé, clair, précis. Michel écoutait, opinait, corrigeait parfois une ligne, une estimation. « T'as bossé », constata-t-il simplement. Tous les soirs depuis l'hôpital. Axel s'occupe du partenariat avec les éducateurs. Enzo, lui, gère les relations avec les anciens combattants. Michel le regarda longuement. « Et toi, qu'est-ce que tu fais vraiment dans ce projet ?» Jérémie leva les yeux. J'apprends à me taire, à écouter, à ne plus penser que je mérite quelque chose juste parce que je porte un nom. Michel esquissa un sourire discret. Tu sais, à une époque, je croyais que porter un uniforme suffisait à comprendre le monde. Puis j'ai vu des hommes en civil sauver des vies, et des soldats en uniforme trahir les leurs. Jérémie hocha la tête. C'est pour ça que je porte plus celui de mon père. Je dois trouver le mien. Ils restèrent encore un moment ensemble, à discuter des détails du centre, des chiens à former, des vétérans à accompagner. Puis Michel posa une main sur l'avant-bras du jeune homme. « Tu construis quelque chose, c'est ça qui compte. » Jérémie sourit. « Grâce à toi ?» Michel secoua la tête. « Grâce à tes erreurs. C'est là qu'on apprend, pas dans les discours. » La semaine suivante, le projet fut officiellement lancé lors d'une cérémonie organisée au centre civique de Saint-Vincent. Le maire prononça un discours bref. La juge Mombarde lut un extrait de la décision. Et ce furent les anciens combattants eux-mêmes qui validèrent l'initiative en signant un partenariat entre la Fondation et l'Association locale des anciens de la Défense. Michel, présent mais en retrait, observait tout cela avec une fierté qu'il n'aurait pas cru possible. Pas parce que son nom était cité, mais parce que l'espoir prenait enfin une forme concrète. Quand ce fut son tour de parler, il monta sur l'estrade avec lenteur. Son bras à gauche, Balto à droite, Rex juste derrière. Son discours, il ne l'avait pas écrit. Il le porte comme on porte une vérité. Quand j'ai perdu ma jambe, j'ai cru que le monde s'était arrêté. Et puis on m'a confié ces chiens, pas pour les remercier, pas pour les soigner, mais parce qu'ils m'avaient choisi. Ils avaient survécu avec moi. Et ensemble, on a appris que la guerre, ce n'était pas seulement là-bas. Elle continue ici, tous les jours, dans nos corps, dans nos têtes. Il balaya la salle du regard. Alors si ce centre permet à d'autres de ne pas sombrer, de reconstruire quelque chose après l'effondrement, alors chaque minute de douleur aura valu la peine. Silence, pas un souffle, puis un tonnerre d'applaudissements. Pas de ceux qu'on donne pour applaudir un discours, mais de ceux qui saluent une victoire silencieuse.
une rédemption réelle. Les mois passèrent, le centre ouvrit ses portes à une douzaine de binômes vétérans chiens dès la première année. Les anciens formateurs du programme initial vinrent donner des conférences. L'université régionale proposa même un module optionnel sur la réintégration post-traumatique par l'animal. Jérémy, Axel et Enzo n'étaient plus considérés comme des délinquants, mais comme les fondateurs d'un projet d'intérêt public. Ils ne fuyaient pas leur passé, ils s'en servaient pour avancer. Ils continuaient à travailler bénévolement au centre même après l'accomplissement de leur peine. Et pour beaucoup, c'était là leur vraie réparation. Michel, lui, revenait chaque semaine au centre, souvent le jeudi. Il n'intervenait que peu, mais il observait, corrigeait une posture, offrait un mot à un vétéran hésitant. Sa présence suffisait à ancrer les lieux dans quelque chose de vrai, d'indiscutable. Son bras commençait à vieillir. Sa démarche était moins fluide, ses réflexes un peu plus lents. Mais son regard restait acéré. Il savait que la relève était assurée. Rex et Balto assuraient la continuité avec la précision de vieux guerriers entraînés. Un soir de printemps, Michel s'assit sur le banc devant sa maison. À ses pieds, les 3 chiens. Dans ses mains, une lettre. C'était un message de la Fondation des anciens combattants. Il proposait de nommer officiellement le centre « Centre Michel Laval pour la réhabilitation par les compagnons canins ». Il resta là un moment, la lettre posée sur ses genoux, le regard perdu dans les nuances orangées du ciel couchant. Puis il se pencha vers son bras. « Tu sais ce que ça veut dire, mon vieux ? On est devenu un symbole. » Le chien leva les yeux et d'un léger soupir sembla lui répondre « Tant qu'on n'oublie pas pourquoi on a commencé », Michel se redressa, prit son stylo et nota en bas de la lettre « J'accepte », à condition que les noms des chiens apparaissent aussi. Son bras, Rex, Balto, sans eux, rien de tout cela n'aurait été possible. Il signa, puis il se leva, lentement, mais avec une légèreté retrouvée. Demain, une nouvelle génération de vétérans franchirait les portes du centre. Certains porteraient des cicatrices visibles, d'autres plus profondes, mais tous trouveraient ici, dans ce lieu né de douleur et de rédemption, une chance de recommencer. Et cela, c'était plus qu'un héritage, c'était une renaissance. Le centre Michel Laval ouvrit officiellement ses portes un matin d'été, sous un ciel limpide et une brise légère, comme si le vent lui-même voulait souffler un peu de paix sur cette ville qui en avait tant manqué. La file s'étirait jusque sur le trottoir. Anciens combattants, familles, bénévoles, journalistes, curieux. Mais aucun ne venait pour les projecteurs. Tous étaient là pour comprendre, pour se rapprocher, pour guérir. L'entrée du bâtiment avait été conçue sobrement. Une arche en bois clair, surmontée d'une plaque gravée « Centre Michel Laval » pour ceux qui rentrent avec plus de cicatrices que de médailles, et juste en dessous, en lettres plus petites, avec l'aide de son bras, Rex et Balto. La plupart des visiteurs n'avaient jamais rencontré Michel. Ils avaient entendu parler de lui, de cette attaque lors de la cérémonie, de ces chiens qui s'étaient interposés, du cœur qui avait lâché, et de tout ce qui avait émergé ensuite, comme un phénix né de l'injustice. À l'intérieur, les salles étaient lumineuses, ouvertes, volontairement non médicalisées. Pas de blouse blanche, pas de jargon, juste des fauteuils confortables, des jouets pour chiens, des couloirs bordés de portraits, des visages, des histoires, des duos hommes-chiens capturés en noir et blanc, immortalisés dans la tendresse d'un regard partagé ou la fierté d'une posture de garde. Dans une salle vitrée donnant sur un petit jardin, on reconnaissait Jérémy, Axel et Enzo. Ils guidaient les premières sessions sous la supervision des éducateurs canins. Plus de caméras, plus de juges, juste des regards ouverts et de l'écoute. L'un des premiers vétérans à franchir le seuil s'appelait Lucien, 62 ans, hanté par des souvenirs de Bosnie. Il avait refusé toute thérapie pendant 20 ans. Mais ce jour-là, il s'était assis face à un berger allemand nommé Oslo, et sans un mot, avait tendu la main. Oslo s'était couché, et Lucien avait pleuré, en silence, pendant presque 1 heure. Personne n'avait interrompu ce moment. Michel, lui, assistait à la scène depuis un banc discret, un peu en retrait. Il venait quand il le pouvait, pas toujours pour parler, parfois juste pour regarder, pour s'assurer que la promesse tenait encore. Ce soir-là, en refermant la porte du centre, il croisa Jérémy dans le hall. On pensait organiser un week-end portes ouvertes pour les familles des vétérans, dit le jeune homme. Une sorte de journée mémoire, pas commémorative, mais vivante. Michel approuva d'un hochement de tête, puis il se tourna vers lui. « Et toi, ça va ?» Jérémy haussa les épaules. « Je dors mieux, je ne bois plus. Et j'ai l'impression de servir à quelque chose. » Il esquissa un sourire. « C'est déjà beaucoup. »
Michel lui posa une main sur l'épaule. « Continue comme ça. Ce que tu fais ici, c'est peut-être la plus grande chose que tu aies jamais faite. » Une semaine plus tard, Michel reçut une lettre. Une enveloppe beige, manuscrite, sans logo, juste un timbre froissé. À l'intérieur, une page rédigée d'une écriture familière, celle de Richard Calvé. « Michel, je voulais t'écrire plus tôt, mais je n'avais pas encore les mots. J'ai vu ce que tu as construit, ce que tu as offert à mon fils et à ses 2 autres garçons. Tu ne leur as pas seulement évité la prison, tu leur as montré qu'ils avaient le droit de se relever. Je ne sais pas si j'aurais su ta patience, ta clarté, ta force, mais je te remercie de tout cœur. Je voulais aussi te dire que j'ai repris l'enseignement, mais différemment. Moins de dates, plus d'histoires. Je parle d'hommes, de doutes, de douleurs et de guérisons possibles. Ton nom revient souvent, pas comme un héros, mais comme une boussole. Avec gratitude, Richard. » Michel referma la lettre lentement. Puis il la posa sur la table. Il fixa un instant le vide, songeur, avant de se lever, d'attraper sa canne et de sortir dans le jardin. Les chiens le suivaient, toujours. Ce soir-là, il marcha plus longtemps que d'habitude, jusqu'au bord de la ville, là où les champs reprenaient leurs droits, où les silences redevenaient des refuges. Et là, au sommet d'une petite butte, il s'arrêta. Son bras s'assit à ses pieds, Rex à sa droite, Balto derrière, le vent soufflait doucement. Et dans ce moment suspendu, Michel comprit que tout ce qu'il avait traversé, tout ce qu'il avait enduré, l'avait mené ici, non pour survivre, mais pour transmettre. Il se tourna vers ses chiens. « On rentre ?» Son bras se releva aussitôt. Et ensemble, ils repartirent, pas en mission, pas en patrouille, mais en paix. Dans les semaines qui suivirent, le centre accueillit sa première promotion complète. 12 vétérans, 12 chiens, et pour chacun un accompagnement sur mesure. Des histoires émergèrent, des retrouvailles improbables, des silences brisés. Une femme qui n'avait pas parlé depuis son retour du Mali se remit à chanter doucement en caressant le museau de son compagnon à 4 pattes. Un adolescent, fils de militaire, vint en stage et découvrit une vocation d'éducateur. Même les écoles locales commencèrent à organiser des visites. Un jour, un jeune garçon, une dizaine d'années à peine, leva la main lors d'une visite guidée et demanda « Est-ce que Monsieur Laval est un vrai héros ?» Jérémy sourit. Il répondit avec calme « Monsieur Laval est un homme qui a décidé de ne pas laisser la douleur avoir le dernier mot. Et ça, c'est peut-être la plus grande forme d'héroïsme. » Le garçon sembla réfléchir longuement, puis hocha la tête, satisfait. Ce soir-là, Jérémy raconta la scène à Michel, assis sur le banc devant sa maison. Celui-ci resta silencieux un long moment. Puis il dit simplement « Je préfère être un homme debout, même avec une jambe en moins. » Et tout de rire, longuement, comme on rit quand on sait que, pour une fois, le poids de la vie s'est allégé. L'automne s'était installé à Saint-Vincent, les feuilles couvraient les trottoirs, le vent portait des odeurs de bois brûlé et les journées devenaient plus courtes. Pourtant, autour du centre Laval, une chaleur persistait. Pas seulement celle du chauffage ou des chiens endormis contre les radiateurs, une chaleur humaine, discrète, durable. Ce jour-là, une cérémonie intime avait été organisée. Pas de discours officiels, pas de presse, juste des anciens, des familles, des bénévoles. Une jeune femme lut une lettre qu'elle avait écrite à son frère décédé, vétéran d'Irak. Un homme en fauteuil, ancien artificier, posa une médaille au pied d'un olivier planté dans le jardin en mémoire de ceux qui n'étaient pas rentrés. Michel était là, assis à l'ombre, ses chiens à ses pieds. Chaque visage qu'il croisait racontait quelque chose. Une douleur surmontée, un lien retrouvé, une paix entamée. Jérémy s'approcha avec une enveloppe. Une demande d'intervention, dit-il. Une école de la région veut qu'on vienne parler du programme. Michel sourit. Tu comptes y aller ? Oui. Tu sais quoi dire ? Non. Mais je crois que ce sera mieux ainsi. Michel approuva. Parfois, l'essentiel naissait justement de ce qu'on n'avait pas à préparer, comme la vie elle-même. Un peu plus tard dans la journée, alors que les visiteurs s'éparpillaient et que les chiens reprenaient leur tour de garde improvisée, Michel s'isola dans la petite bibliothèque du centre. Il prit un cahier, usé par le temps, aux pages noircies d'encre. C'était le journal qu'il tenait depuis des années. Des fragments de souvenirs, des réflexions, des lettres jamais envoyées. Il écrivit « Si un jour quelqu'un trouve ce carnet, qu'il sache ceci, je n'ai pas été un homme parfait. J'ai connu la peur, la colère, la solitude. J'ai vu des camarades tomber, j'ai perdu des choses qu'on ne retrouve jamais vraiment. Mais j'ai aussi connu la fidélité pure d'un chien qui refuse de dormir tant que vous ne respirez pas calmement.
J'ai vu dans les yeux d'un gamin perdu le reflet d'un homme en devenir. Et j'ai compris enfin que survivre ne suffisait pas. Il fallait vivre et transmettre. Il referma doucement le cahier. Quelques jours plus tard, une alerte sanitaire inattendue mit Saint-Vincent en ébullition. Rien de grave, mais suffisant pour semer la panique. Un centre commercial évacué, des routes bloquées. Jérémy était en intervention avec 2 chiens. Michel, bien qu'à la retraite, proposa spontanément son aide. Le commissaire refusa d'abord. « Tu es censé te reposer ». Mais Michel insista. Son bras aussi, apparemment, puisqu'il ne cessait de fixer la porte d'entrée, prêt à repartir en mission. Ils furent affectés à un point de contrôle, rien de spectaculaire, juste rassurer des familles, guider des personnes âgées, mais cela suffisait. Et quand une petite fille en pleurs serra Balto contre elle en murmurant « Merci de me protéger », Michel comprit une chose essentielle. Le monde n'avait pas besoin de héros, il avait besoin de présence fiable, de bras ouverts, d'oreilles attentives, et parfois de museaux humides. L'année se termina paisiblement. Le centre avait survécu à son élan initial. Il tenait debout, fort indispensable. Les médias en parlaient avec admiration, des associations similaires naissaient ailleurs. Saint-Vincent devenait un modèle, non pas de perfection, mais de réconciliation. Michel fêtait ses 59 ans. Jérémy, Enzo et Axel lui offrirent un tableau, une toile simple, 3 silhouettes canines dessinées au fusain, leurs regards fixés vers l'horizon. En dessous une phrase « Certains combattants ont 4 pattes ». Il resta longtemps devant l'image, puis murmura « Ils m'ont tout rendu, ma force, ma voix, mon sens ». Le soir même, assis devant sa maison, il enregistra un dernier message pour le site de la Fondation. Sa voix était calme, rassurante, chaque mot posé avec le soin d'un homme qui a longtemps porté trop de silence. Si vous écoutez ceci, c'est que vous cherchez quelque chose, peut-être une réponse, peut-être un signe, peut-être juste un peu de répit. Je n'ai pas toutes les réponses, mais je peux vous dire ceci, vous n'êtes pas seul. Il marqua une pause. Vous portez un poids? Nous avons des chiens qui savent le reconnaître. Vous avez peur? Nous avons des regards qui ne jugent pas. Vous ne savez plus où est votre place? Ici, on l'a construit avec vous. Et il termina, alors venez, même cabossé, même en colère, même si vous pensez ne rien mériter. Venez, parce qu'ici, on n'a pas besoin que vous soyez parfait, juste vivant. Le lendemain, ce message fut partagé sur toutes les plateformes. Et pendant plusieurs jours, des appels affluèrent, des lettres, des vidéos, des messages de familles entières. Des hommes et des femmes disaient la même chose, chacun avec leurs mots. Merci de nous avoir rappelé que la tendresse aussi peut être une forme de courage. J'espère que cette histoire vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like et partagez vos impressions dans les commentaires en précisant la ville depuis laquelle vous nous écoutez. À très bientôt pour une nouvelle histoire.